Bonjour Alexis, Salut, comment ça va? ça va très bien toi-même? Ben oui, merci beaucoup. Tu viens de finir ta session? Ouais, ça a été une grosse session. On a terminé ça le 20 juin. Ah, ce serait quoi ta plus grande fierté cette année? Cette année, j'en ai plusieurs. Le bureau mobile, on a fait 200 visites dans la circonscription, partout sur le territoire. Ça, c'est sûr que c'est rendu un acquis maintenant. Fait que c'était une promesse que j'avais faite en 2019. C'est pas tout le monde qui y croyait, puis aujourd'hui, je pense que c'est bien établi. Puis aussi le fait que j'ai fait changer une mesure ministérielle pour, l'immigration. En fait, il y avait les enseignantes, voyons, comment tu le dis, les étudiantes en infirmerie au cégep de Saint-Félicien qui venaient souvent avec leurs conjoints puis leur famille, eux autres avaient un permis ouvert. Le ministre de l'Immigration avait mis un stop à ça en disant que les conjoints ne pouvaient pas obtenir de permis de travail ouvert. J'ai fait remarquer que ça n'avait pas de bon sens parce qu'on allait perdre et des étudiantes au programme et ensuite des infirmières dans le réseau de la santé. Après même discussion, il leur a donné une exemption. Ça que je suis vraiment content parce que pour la région, c'est important au niveau de la santé. Pour le cégep de Saint-Félicien, c'est important au niveau du programme. Puis finalement, ça a eu des répercussions partout au Québec parce que tous les institutions d'enseignement qui donnaient ce cours-là, bien, eux autres aussi ont été exemptés de la mesure. Donc, ça va avoir des répercussions pour le réseau de la santé partout au Québec et pour les programmes de cégep en infirmerie partout au Québec. Donc ça, c'est une belle victoire. Ça prouve que même quand on est dans l'opposition, si on travaille en collaboration, on est capable de faire changer les choses. Ben oui, c'est sûr. Puis j'ai vu que tu avais aussi travaillé sur l'industrie forestière puis le secteur de l'aluminium. Oui, ça, c'est les deux plus gros poumons économiques de la région. Le troisième étant l'agriculture. Et c'est souvent ces poumons-là économiques qui sont mis à mal. Là, avec le décret que M. Guilbeault veut mettre sur le caribou, c'est extrêmement dangereux par rapport aux communautés forestières. On parle souvent des emplois, on oublie que c'est des communautés forestières. C'est carrément des villages qui pourraient fermer si on fait ça de la mauvaise façon. Présentement, le fédéral est en train de faire ça de la mauvaise façon. C'est à Québec de décider comment il va mettre en place un plan du caribou. Québec a dit qu'il arriverait avec un plan du caribou à l'automne. Et de cette façon-là, il faut laisser Québec travailler, il faut laisser les juridictions aux bonnes places, c'est-à-dire que là, présentement, c'est provincial, plutôt que de mettre un décret tout azimut qui va fermer complètement l'industrie forestière, ça n'a pas de sens. Fait que nous autres, on va continuer à se battre. Puis le problème qu'on a, c'est que les conservateurs arrivent avec une solution simpliste en disant, bien, nous autres, dans 1 an et demi, quand on va être au pouvoir, on va renverser le décret. Mais il va être trop tard. Il va être trop tard. Les jobs, on va les avoir déjà perdus. Donc, il faut travailler maintenant. Puis j'invite même les conservateurs à joindre à notre démarche pour faire qu'on puisse faire front commun pour empêcher ce décret-là de se produire, là, parce que ça va être une catastrophe sinon. Ben oui, c'est sûr. Faut tout pour nous. Puis j'ai vu que tu avais aussi fait un gain sur la gestion de l'offre puis de l'agriculture. Oui. Bien, on parlait de troisième poumon économique qui est l'agriculture. Maintenant, ça, il faut absolument que cet automne, ça se règle parce que là, ça a passé toutes les étapes à la Chambre des communes. Ça a passé toutes les étapes au Sénat parce que malheureusement, on est pogné avec un Sénat au Canada. C'est des gens qui ne sont pas élus et puis qui doivent quand même donner une approbation lorsqu'on vote une loi. Maintenant, c'est bloqué à la dernière étape du Sénat. C'est-à-dire que là, au comité sénatorial, il faut juste qu'ils votent en faveur de cette loi-là et ça va passer, ça va protéger la gestion de l'offre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les négociateurs internationaux dans les différents traités commerciaux internationaux qui vont se faire ne pourront plus mettre sur la table la gestion de l'offre comme monnaie d'échange. Donc ça veut dire que pour la relève agricole, on sait que ça va être protégé une bonne fois pour toutes. Mais pour ça, il faut que les sénateurs, qui sont bien assis confortablement dans leur chaise de job à vie jusqu'à 75 ans, il faut juste qu'ils nous donnent leur sceau d'approbation. Je sais, c'est complètement ridicule, mais on travaille dans une fédération qui a décidé de mettre en place une chambre haute qui s'appelle le Sénat. Des gens qui sont nommés, même pas élus, qui ne feront jamais une campagne électorale de leur vie, ils ne mettront jamais leur face sur une pancarte. Puis ces gens-là, présentement, sont en train de nous empêcher de protéger la gestion de l'offre une bonne fois pour toutes, alors que ça a été voté à toutes les étapes à la Chambre des communes par les représentants élus. On a réussi à convaincre tous les partis, les libéraux, les conservateurs, les NPD, de protéger la gestion de l'offre. Présentement, c'est des sénateurs qui doivent regarder leur médication le matin lorsqu'ils se lèvent parce qu'ils ont un peu d'âge et puis qui, malheureusement, sont en train de bloquer quelque chose alors qu'ils ne sont même pas élus. Donc, c'est malheureux, mais on sait, ce qu'on entend, c'est qu'on sait qu'à l'automne, ça devrait être réglé une bonne fois pour toutes
mais ça nous en dit beaucoup sur nos institutions démocratiques quand on regarde le Sénat aller. C'est un peu difficile des fois de regarder ça aller. Oui, j'espère pour vous que ça va passer. Ça va passer. Puis, j'ai vu que tu as parlé du cégep de Saint-Félicien, mais plus précisément dans la région du Lac-Saint-Jean, y a-t-il d'autres avancées, d'autres choses que tu as travaillé dessus? Sur l'aluminium, encore une fois, Mario puis moi, Mario Simard dans Jonquière, on a réussi à faire venir le directeur, le président de la section aluminium de Rio Tinto en comité parlementaire. C'était pas nécessairement quelque chose qui a été apprécié sur le coup, je pense, mais finalement, ça a fait en sorte que les communications ont débloqué avec Rio Tinto. Maintenant, c'est beaucoup plus transparent. On a vu qu'ils nous ont donné leur juste sur Elysis, ils nous ont donné leur juste sur le centre de billettes à Alma. Donc, on a réussi à obtenir de l'information qu'on n'aurait pas obtenue si on n'avait pas poussé très, très fort. On s'est fait des fois reprocher d'être un peu dur avec Rio Tinto, mais à un moment donné, moi, je pense qu'une compagnie qui a cette ampleur-là dans la région doit rendre des comptes aussi. Il faut aussi arrêter de regarder Rio Tinto comme si on leur devait tout. En fait, Rio Tinto est ici, pourquoi? Pas pour nos beaux yeux, puis parce qu'ils aiment la tourtière du lac. Là. Rio Tinto est ici parce qu'ils ont accès à de l'énergie propre, puis de l'énergie à très faible coût. Et ça, c'est nos ressources naturelles qui leur permettent d'avoir accès à cette énergie-là. Donc, c'est un gain important pour eux autres comparativement à leurs compétiteurs. Là. Ils ont accès à une source d'énergie propre et à faible coût. À un moment donné, il faut arrêter de les regarder comme si c'était nous qui leur devions quelque chose. C'est complètement l'inverse. Et nous autres, notre job comme élus, c'est de s'assurer que toutes les retombées, on les ait au maximum. Puis les retombées, pour nous, c'est quoi? C'est des bonnes jobs à long terme, avec surtout de l'investissement de la part de la compagnie dans ces infrastructures pour nous permettre d'avoir des jobs comme ça à long terme, de bonnes jobs payantes pour la région, puis effectivement de construire l'aluminium, de produire l'aluminium le plus vert au monde, oui, mais ça veut dire que ça vient avec des engagements obligatoirement de la compagnie là, envers la région. C'est sûr. Puis, ce serait quoi vos priorités pour l'année prochaine? Là, ça va être la forêt. Les forêts. C'est le plus grand employeur de la région. Donc, on n'a pas le choix de se tenir debout et devant le fédéral, et qui n'a jamais rien fait pour la forêt. Le fédéral va investir où en subvention? Il va investir dans l'automobile de l'Ontario, puis dans l'industrie gazière pétrolière de l'Ouest. Il ne met jamais une scène dans la forêt. On a présentement une guerre de tarifs avec les Américains. Et le fédéral, plutôt que de permettre d'avoir un accès aux liquidités pour l'industrie pour contrer ces tarifs-là aux États-Unis, bien, présentement, il ne fait rien. Il n'y a même pas de programme d'accès aux liquidités pour les industries. Puis on le voit, là, il y a des scieries qui ferment temporairement un peu partout, entre autres à cause du coût de la fibre, mais aussi à cause des tarifs américains. Et il y a de l'argent qui dort aux États-Unis de cette industrie-là, parce qu'eux autres sont obligés de se préparer à payer. Donc, plutôt que d'investir l'argent qu'ils ont dans leurs infrastructures, en recherche et développement, dans la deuxième, troisième transformation, ils laissent cet argent dormir là aux États-Unis parce qu'ils ont peur des tarifs. Et ça, c'est à cause du gouvernement fédéral qui ne leur permet pas d'avoir accès aux liquidités pour contrer ces tarifs-là. Ça, c'est une chose. Après ça, le décret sur le caribou, ça n'a aucun sens. C'est une mesure que Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, utilise pour se faire une bonne conscience, alors que présentement, il est en train de subventionner à coups de milliards de dollars l'industrie pétrolière de l'Alberta, qui est l'industrie la plus polluante quasiment au monde. Puis ça, c'est le ministre de l'Environnement qui nous dit, après ça, je vais mettre un décret pour sauver le caribou, mais en même temps, il permet l'exploitation pétrolière dans la zone d'habitat de la baleine noire, qui, elle, est en danger d'extinction. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des nonos, là. Le ministre fédéral, on sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il n'y a aucune chance de faire élire aucun député dans la région. Donc, il se sert de notre région pour pouvoir, à des fins purement électoralistes. Et ça, c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui vivent de la forêt. Il y a des gens qui vivent de la forêt qui sont pris en otage pour une game complètement, uniquement politique, plutôt que de regarder ça où c'est possible de conserver et le caribou et les jobs forestiers. Mais à un moment donné, il va falloir que les gens arrêtent de nous utiliser comme pions dans une joute électorale qui, de toute façon, est perdue d'avance pour eux. Oui, effectivement. Puis, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos interlocuteurs, à la population? Bien, je vais être avec vous partout cet été.
Je vais me promener à travers les différents festivals. Je vais être sur le terrain. Je m'en vais pas nulle part ailleurs. Je n'ai pas pris de billet d'avion pour le Mexique ou l'Europe. Je reste au Lac-Saint-Jean tout l'été avec ma famille. Nos vacances, c'est ici qu'on les prend. Puis je vais me promener partout sur le territoire. Puis il y a même mon chef qui va être là du 28 juin au 5 juillet. Donc, mon chef, je pense qu'il est tout le temps rendu au lac. Là. Il est tombé en amour avec le lac. Et ça, ben, c'est une chance pour nous autres parce qu'on a quand même un chef exceptionnel, François Blanchet. Puis il est tombé amoureux de la région. Ça, c'est une de mes fiertés aussi. Je pense que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Là. Je l'invite tout le temps, puis il vient tout le temps. Donc, je vais vraiment être sur le terrain tout l'été. Je m'en vais pas nulle part. Je suis au Lac-Saint-Jean avec ma famille, puis j'espère que je vais vous croiser dans les différents festivals puis les différentes activités qu'il va y avoir sur le territoire. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. On est chanceux de vous avoir de notre côté. Hey, que je suis content d'entendre ça. Merci.